Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à celui des IA et des IA génératives et des craintes qu'elles suscitent. Je vois en effet beaucoup de gens s'inquiéter des progrès des IA et parler de la pause des 6 mois demandée par certains ayant pourtant des intérêts ou étant auparavant promoteurs de l'IA. Je vous propose donc de partager ma réflexion sur ce sujet et d'en discuter ensemble en commentaire si vous le souhaitez. Bien sûr, il y aura d'énormes simplifications dans cette vidéo afin de ne pas noyer les personnes et qu'elles puissent être accessibles à peu près à tout le monde. Les plus experts resteront sans doute un peu sur leur faim, c'est évident, mais pour tous les autres, ce sera certainement une bonne entrée en matière pour commencer à comprendre comment ça marche, ce que ça implique et attiser votre curiosité pour ensuite vous donner des idées de quoi chercher pour approfondir vos connaissances sur le sujet. Et bien sûr, comme pour tout sujet aussi complexe, il se peut que je fasse des erreurs ou des raccourcis involontaires. Si vous maîtrisez bien ce sujet et souhaitez apporter des précisions ou des corrections à cette vidéo, l'espace commentaire sous la vidéo vous est également grand ouvert. Notez que pour votre confort, cette vidéo est chapitrée afin de vous aider à naviguer dans ces différentes parties. Et si vous aimez cette vidéo et mon contenu, pensez à commenter, liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap et c'est vraiment hyper important pour montrer à YouTube que mon travail mérite d'être mis en avant auprès des autres spectateurs de la plateforme. Je remercie donc par avance toutes celles et ceux qui feront ce truc gratuit, qui ne prend que quelques secondes et qui m'aide énormément. Allez, générique! Tout d'abord, qu'est-ce qu'une IA ou une IA générative? Commençons par le début afin de savoir de quoi nous parlons concrètement ici. Déjà, ceux qui suivent la chaîne savent que je ne suis pas fan du terme IA, intelligence artificielle, mais que je suis bien obligé de l'utiliser puisqu'il est utilisé partout, tout le temps, pour parler de tous ces algorithmes. L'IA, c'est pour moi un domaine des sciences qui vise à étudier, développer et perfectionner un ensemble d'outils, de techniques, de briques technologiques permettant de créer des algorithmes capables d'apprendre, de s'adapter et de générer des contenus de manière dynamique et autonome. Ainsi, ce qui est aujourd'hui qualifié d'IA n'a pas d'intelligence propre. C'est un système informatique qui va être à même d'ajuster un certain nombre de ses paramètres de façon automatisée et dynamique pour arriver le plus souvent possible à un résultat souhaité, même si les paramètres ou informations fournis en entrée sont inhabituels, nouveaux ou encore inconnus de cet algorithme. Prenons un exemple simple et imaginons que je souhaite créer un chatbot, c'est-à-dire un robot conversationnel qui répond aux principales questions que se posent mes clients de façon automatisée. En simplifiant un peu les choses, j'ai deux solutions pour cela. La première, c'est de créer un système de questions et de réponses prédéterminées. Je vais donc coder en dur dans mon logiciel chaque question et les réponses associées. Ensuite, le logiciel va chercher dans chaque question qui lui sera posée le maximum de correspondance avec les mots-clés des questions que j'ai préalablement enregistrées. Et quand il trouvera suffisamment de mots identiques entre la question posée par l'utilisateur et l'une des questions que j'ai formulées dans mon programme, alors il répondra à l'utilisateur la réponse que j'avais déterminée. Ainsi, si j'ai formulé des questions du type « Quels sont vos tarifs ? Combien coûte votre prestation ? À combien s'élève le coût de vos services ?» et plein d'autres questions du genre, eh bien, dès que l'utilisateur posera une question qui contient tarif, coût, coûte, alors il répondra en donnant ma brochure tarifaire, mon coût horaire ou ce genre de choses. C'est d'ailleurs comme cela qu'on concevait les chatbots avant l'arrivée des IA. Et pour le coup, le premier que j'ai pu voir fonctionner en étant dans l'envers du décor n'est pas nouveau puisque j'étais encore tout môme. C'était pour de la conversation automatique sur Minitel et je n'avais alors que 7 ans. La seconde solution, c'est d'employer un algorithme auto-adaptatif à qui l'on va littéralement apprendre comment comprendre une question et y répondre. Cet apprentissage automatique nous évite d'avoir à prévoir toutes les possibilités d'entrée et de sortie en amont, l'algorithme acquérant une certaine versatilité qui va lui permettre de s'adapter à toutes sortes de données en entrée afin de produire quand même le résultat attendu en sortie. C'est ce que l'on appelle communément le deep learning, technique qui se base sur un réseau de neurones qui vont s'adapter et modifier leurs effets les uns par rapport aux autres automatiquement. C'est donc beaucoup plus souple, mais c'est aussi un risque non négligeable de voir l'algorithme produire des réponses fausses ou inadaptées, ou avec un contenu non souhaité. Il existe deux grandes façons principales de faire du deep learning aujourd'hui. Dans la première, on va entraîner notre algorithme de façon plus ou moins orientée ou supervisée, comme on le dit dans le domaine, pour lui expliquer ce que l'on souhaite. C'est le GPT, Generative Pre-trained Transformer ou transformateur génératif pré-entraîné en bon français. C'est cette technique qui a été utilisée pour le développement de ChatGPT, d'où le fait qu'on retrouve cet acronyme dans son nom.
Dans la seconde, on va mettre en concurrence deux algorithmes, l'un qui génère du contenu et l'autre qui doit détecter si ce contenu a été généré par le premier ou est un contenu original déjà existant. C'est ce qu'on appelle les GAN, Generative Adversarial Network ou réseau antagoniste génératif. Cette façon de faire est dite non supervisée car on laisse les deux algorithmes s'auto-entraîner l'un l'autre et monter en compétences progressivement en se confrontant. Et bien sûr, chacune de ces techniques a des avantages et inconvénients par rapport à ce que l'on veut faire, et les experts en IA s'appuient donc sur l'une ou l'autre selon le résultat visé et les données à disposition pour l'apprentissage. Avec cette nouvelle façon de faire, on a commencé à réellement s'y intéresser dans les années 2000 et les investissements et progrès réellement marquants datent des années 2010 pour certains usages très particuliers et 2020 pour des usages plus grand public. On peut donc approcher d'un certain raisonnement dans les résultats obtenus par la machine, raisonnement qui se trouve plus limité par la seule imagination de son programmeur, mais par une réelle capacité à s'adapter aux éléments fournis pour en tirer des résultats qui n'avaient pas été programmés en amont. Et donc, on peut envisager que cette IA s'adapte et se mette à niveau toute seule pour continuer à faire le travail qui lui est demandé, même si les questions évoluent ou se complexifient par exemple. Dans un autre registre, prenons la conduite autonome. Une fois que l'IA sait conduire son véhicule parmi l'environnement existant, on peut présager que si un nouveau type de véhicule ou un nouveau type d'infrastructure fait son apparition, il suffira alors de lui donner quelques règles simples sur son fonctionnement pour qu'elle sache ensuite comment l'utiliser, l'éviter ou le prendre en compte. Un algorithme de deep learning suffisamment avancé pourra même certainement apprendre comment se comporter face à cette nouveauté par analogie avec tout ce qu'il connaît déjà, un peu comme le ferait un être humain face à une nouvelle chose qu'il ne connaît pas, s'appuyant sur ce qu'il connaît de plus rapprochant pour en déterminer l'usage, la fonction ou le fonctionnement. Ainsi, ces IA génératives peuvent être utilisées dans de très nombreux domaines pour simplifier ce que l'on demande à l'humain, l'aider dans ses tâches, voire le remplacer dans certains cas. Ces IA génératives, et ces IA plus généralement, sont désormais capables, entre autres choses, de reconnaître le langage et d'en comprendre le sens et le contexte, générer des textes avec du sens, qu'ils soient informatifs ou fictionnels, reconnaître le contenu d'images fixes ou de vidéos, ainsi que d'en générer selon divers types de demandes en entrée, description textuelle, corpus d'images sources, reconnaître les musiques, leur structure, en fournir des analyses, en créer de nouvelles, créer virtuellement des molécules plus ou moins aléatoires et en tester les effets et interactions avec un environnement chimique et ou biologique donné, créer un code informatique dans un langage donné pour effectuer l'action ou afficher les éléments souhaités, anticiper des actions selon des règles données afin de jouer à des jeux et maximiser les chances de victoire, générer des environnements, niveaux, textures, éléments pour les jeux vidéo, repérer des schémas ou des modèles dans des jeux de données complexes, larges et hétérogènes pour générer des prédictions avec de fortes probabilités de réalisation, reconnaître des éléments divers et l'environnement qui les entoure pour déplacer un véhicule de façon autonome entre deux points, et certainement encore plein d'autres applications déjà existantes ou à venir dont je n'ai pas connaissance. Pour ce qui est des IA non génératives, les plus grandes révolutions sont, d'après moi, dans le domaine du traitement des données. On peut penser à l'analyse et au classement de CV de candidats pour les entreprises, à la conduite autonome de véhicules dans tous les milieux et contextes, ou encore à l'analyse de potentielles interactions de molécules entre elles et n'ayant comme connaissance initiale que les règles de base de la chimie et de la biologie. Pour ce qui est des IA génératives, on en utilise déjà depuis pas mal de temps en recherche scientifique pour générer des molécules de façon aléatoire et ensuite en tester les effets numériquement avec des IA que je citais juste avant par exemple. Parmi les IA génératives les plus connues par le grand public, on peut parler des textuels, comme le désormais célèbre ChatGPT. Ces IA génératives permettent de dialoguer en langage naturel avec un programme en lui demandant de résumer des contenus, de répondre à des questions, d'agréger des données de sources multiples, de rédiger des comptes rendus et plus encore. Mais il faut savoir que même si ChatGPT d'OpenAI, c'est-à-dire de Microsoft, a fait beaucoup parler de lui dans les médias ces derniers mois, toutes les grosses boîtes de tech ont des modèles similaires dans leur carton, comme Llama, Large Language Model Meta AI chez Meta, donc Facebook, ou encore Lambda, Language Model Dialogue Applications chez Alphabet, donc Google, ou même Alexa TM chez Amazon. Les Chinois ne sont pas en reste, Huawei ayant un modèle très complexe et performant portant le doux nom de Pangu Sigma. Quelques boîtes françaises sont également bien placées, bien que moins connues. Parmi elles, on peut citer Multispeech, Vivoca ou Lighten, qui créent des assistants vocaux ultra spécialisés et dont la spécialisation permet de ne pas avoir besoin de connexion à des serveurs distants pour exploiter de grosses puissances de calcul. Il y a aussi évidemment les IA générant des images. Parmi ces dernières, on peut citer en vrac Stable Diffusion, Adobe Firefly, Midjourney ou encore DALL-E pour les images fixes, ou même Synthesia, Flickr, CRS ou encore Modelscope pour les générations de vidéos. Et c'est justement ces IA créatives pour l'image qui ont accentué l'inquiétude de pas mal de monde concernant son avenir et son possible remplacement par des IA.
Car ces dernières montrent que le créatif, que l'on pensait jusqu'ici réservé à l'homme, car nécessitant une certaine sensibilité, une certaine sentimentalité, même une spiritualité, diraient même certains, est en fait tout à fait reproductible par la machine, pourtant dénuée de toutes ses capacités. Avec les progrès fulgurants sur les 2-3 dernières années des IA et des IA génératives, de plus en plus de personnes dans les postes purement administratifs, saisie, classement et analyse de données, et créatifs, photos, dessins, vidéos, graphisme, marketing, s'inquiètent donc d'être remplacés par des IA génératives. Cette inquiétude est nourrie par le relais médiatique systématique de toute étude, plus ou moins sérieuse ou sourcée, qui dirait que des pans entiers de nos métiers sont voués à disparaître et à être remplacés par des IA. Côté administratif, il faut bien avouer que de plus en plus de logiciels avec des algorithmes très performants et spécialisés permettent de dégager des tendances, modèles, orientations qu'un humain aurait eu du mal à trouver. Le classement et le tri de données n'a jamais été aussi efficace, rapide et précis, remettant de plus en plus en cause l'intérêt de l'humain dans la boucle. Et il est également vrai que lorsque l'on voit le niveau de réalisme des images fournies par Midjourney ou Stable Diffusion, ou l'extrême simplification offerte pour la création, la retouche ou le compositing par Adobe Firefly, la question se pose aussi de l'intérêt de moins en moins essentiel de l'humain dans les métiers créatifs. Car ces IA sont passées, en quelques mois seulement, d'images moyennes, pleines d'artefacts, de répétitions, d'erreurs grossières et facilement identifiables, à des images photoréalistes de très bonne facture, dont les détails sont parfois très poussés et complexes, et avec de moins en moins d'erreurs flagrantes. Alors oui, côté administratif, certaines analyses ou prises de décision échappent encore aux IA. Oui, certains éléments visuels restent encore très mal gérés par les IA, comme les textes écrits sur des dessins ou des photos, ou encore l'aspect des mains ou de certaines textures. Et toujours oui, la génération de vidéos avec une constance entre les images qui la composent reste encore inaccessible. Mais pour combien de temps? 20 ans? 2 ans? 2 mois? Les progrès semblent tellement rapides qu'on s'attend à ce qu'elles puissent faire mieux que nous à tout moment. Et dans l'intervalle, leur aide et tout le travail qu'elles sont capables d'accomplir en amont abaissent l'expertise nécessaire pour arriver au produit fini, et donc l'intérêt de payer des spécialistes à prix d'or pour faire le travail. Ce qui est cocasse dans cette histoire, c'est que cette problématique n'est pas nouvelle et qu'elle a déjà été rencontrée à de nombreuses reprises dans le passé, et dans un passé pas si lointain. En effet, la robotisation et l'automatisation ont eu le même effet d'inquiétude par le passé. Quel est-il advenir de tous les caissiers et guichetiers dans les cinémas, autoroutes ou supermarchés? Qu'allait-on bien pouvoir faire de tous ces ouvriers une fois que les chaînes d'assemblage allaient toutes être robotisées et que 95% d'entre eux ne seraient alors plus utiles pour que l'usine tourne convenablement? Ces avancées technologiques ont fait disparaître certains métiers ou ont drastiquement diminué les besoins pour d'autres. Mais en parallèle, de nouveaux métiers ont émergé, dans la conception des robots et des automates, dans l'entretien et la maintenance de ces derniers, etc. Je vois beaucoup de gens qui font mention de la pause des 6 mois qui avait été demandée par des gens influents des technos et de l'IA, ce qui prouverait que ça va trop vite, que le danger est réel et qu'il faut absolument réguler et limiter les avancées du domaine. Cette pause a surtout été relayée médiatiquement quand Elon Musk, encore lui, dont le pouvoir de faire parler est sans doute parmi les plus importants de la planète, s'y est joint. Musk qui a annoncé, peu après, qu'il avait investi dans une boîte qui bosse sur les IA génératives, il voulait donc juste avoir le temps de revenir dans le game. En vrai de vrai, il faut être réaliste, personne dans les très grosses boîtes ne veut que ça ralentisse car il y a bien trop à gagner en performance et en agilité. Ils disent qu'il faut légiférer, comme ça, si ça dérape, ils pourront dire « On vous l'avait dit, c'est votre faute, vous n'avez pas encadré les choses assez vite ». Ce n'est qu'une façade pour se protéger. Et en plus, il faut bien avoir en tête que même si l'Europe ou les États-Unis légifèrent et encadrent, nous ne sommes pas seuls dans cette nouvelle bataille. Comme je vous le disais plus tôt, les Chinois ne sont pas en reste, avec Huawei et Tencent pour ne citer que ces deux géants qui investissent massivement en la matière et sont largement au niveau des meilleures boîtes occidentales. Les Russes, avec Yandex pour le principal que je connaisse, mais sans doute d'autres également, ne sont pas très loin non plus. Donc, si nous freinons l'innovation en la matière, nous raterons une nouvelle fois un virage important pour l'avenir et finirons, encore une fois, par dépendre de puissances étrangères en la matière. C'est déjà largement le cas avec notre dépendance aux géants américains et chinois pour les technologies du quotidien. Il ne faudrait donc pas qu'un excès de prudence ruine toutes les possibilités de leadership en matière d'IA pour des boîtes européennes, alors même que bon nombre de nos chercheurs dans le domaine de l'IA comptent parmi les plus réputés de la planète. La question n'est pas de savoir s'il y aura des changements et des postes qui n'existeront plus. Ça le sera avec ou sans IA, c'est le sens de l'histoire. Nous n'avons pas attendu les intelligences artificielles pour avancer, évoluer, transformer notre monde et nos sociétés. Qui sait encore aujourd'hui ce qu'est un rémouleur, un charron, un fallotier, un galochier ou même une opératrice téléphonique?
A-t-on pour autant un taux de chômage tellement énorme que la majorité de nos concitoyens n'a plus d'activité salariée et ne peut plus pourvoir à ses besoins les plus basiques? Non, car tous ces métiers ont disparu au profit de nouveaux qui n'existaient pas encore à leur époque. La véritable question, c'est si toutes les tâches à faible ou moyenne valeur ajoutée disparaissent au profit d'une automatisation massive par les IA, on fait quoi des gens qui n'ont pas la capacité à apprendre des compétences plus complexes? C'est là une vraie question de société et de dignité humaine qui se pose, bien au-delà des créatifs et des administratifs. C'est juste que, maintenant que ça touche les créatifs et des postes un peu plus élaborés, les gens se sentent concernés et se posent la question. Alors que quand c'était les petits sans diplôme qui étaient concernés, c'était pas grave. Ces pouilleux n'avaient qu'à mieux bosser à l'école. Et loin de moi de m'approprier ce genre d'idée de merde, qu'on soit bien d'accord, je ne fais que résumer la pensée générale sur le sujet qu'il y avait jusqu'à il y a encore très peu. Alors doit-on avoir peur des IA et des IA génératives et de leurs conséquences sur notre quotidien et notre société? Comme tous les outils, il peut être utile s'il est bien utilisé et dangereux entre de mauvaises mains. Par exemple, une voiture, c'est très bien pour se déplacer vite et en relative sécurité quand il n'y a pas de transport en commun. Ça le sera beaucoup moins quand c'est utilisé pour foncer dans une foule dans le but de tuer et blesser des gens. Mais le souci n'est alors pas la voiture, et on ne va pas se mettre à interdire les voitures à cause de cet usage immoral. Le souci, c'est bien l'humain qui a utilisé la voiture à mauvais escient. De manière générale, je pense que la régulation et l'encadrement trop importants n'ont jamais eu d'effet bénéfique. Si l'on régule trop, ou que l'on interdit, on n'empêche absolument rien. On rend simplement la chose beaucoup plus difficile à appréhender, encadrer, auditer, accompagner ou réguler quand cela devient nécessaire. La prohibition de l'alcool ou des drogues en sont de parfaits exemples. Ceux qui veulent vraiment s'adonner à leur consommation parviennent toujours à trouver un chemin détourné pour le faire. Mais on est alors dans des usages bien plus compliqués à gérer pour éviter les dérives. Enfin, il ne faut pas oublier que, pour l'instant, tout du moins, une IA ne peut pas apprendre totalement seule et ne peut pas décider par elle-même d'apprendre une nouvelle compétence ou de développer un nouveau savoir-faire. Une IA, il faut la former, lui apprendre. Et pour qu'elle puisse faire correctement ce qu'on lui demande, il faudra toujours de la production humaine à la source pour lui montrer la quintessence de ce qui est possible et ce que l'on attend d'elle. Donc oui, cela pose la question de comment prendre en compte la création de ce qui sert de base de connaissances à l'IA. Mais on peut donc raisonnablement penser qu'il faudra toujours de l'humain pour créer la data initiale sur laquelle les IA seront entraînées. Simplement, là où un photographe était auparavant mandaté par un humain pour couvrir un événement ou un sujet précis, il le sera pour créer des photos variées qui serviront de dataset à une IA. Là où un dessinateur avait 500 clients qui le sollicitaient pour créer un dessin par-ci, par-là, selon les besoins, il aura désormais quelques compagnies qui lui demanderont de dessiner plein de choses pour servir l'IA dans son apprentissage. Il faudra simplement veiller à ce que la perte de valeur de ce travail ne crée pas une nouvelle précarisation comme on a pu en connaître dans un tas d'autres domaines. Et il est donc plus essentiel que jamais de s'interroger sur les valeurs morales que nous voulons infuser dans notre société, nos créations, et donc dans les IA que nous créons et créerons. Plus que la problématique de l'alignement dont on parle dans les recherches liées à l'intelligence artificielle, la question se pose de façon transverse et générale à l'aune de notre développement technologique galopant. Et pour ce qui est d'une IA générale et consciente, c'est-à-dire capable d'appréhender le monde en toute autonomie, dans toute sa diversité, comme nous le faisons, et capable de raisonner de façon autonome et non orientée, comme nous pensons le faire. Pour le moment, seule la science-fiction nous gratifie de telles créations, et l'état de la recherche tente à prouver que, pour le moment, nous sommes encore très loin de pouvoir créer une telle entité. Stephen Hawking fait partie des gens malgré tout inquiets sur le sujet. Donc face à des possibles futurs aux bénéfices et aux risques incommensurables, les experts sont sûrement en train de faire tout ce qu'ils peuvent pour garantir le meilleur résultat, n'est-ce pas? Faux. Si une civilisation extraterrestre devait nous envoyer un message disant « On arrive dans quelques décennies », répondrions-nous juste « Ok, appelez-nous quand vous serez là, on vous laissera la lumière allumée ?» Probablement pas. Mais c'est plus ou moins ce qui arrive avec l'IA. D'autres pensent que même si cela arrivait, ce serait progressif, tout comme le transhumanisme, permettant ainsi à l'humain de garder le contrôle, à l'image du futuriste Max Moore qui disait « À moins que des techniques avancées de robotique ou de nanotechnologie n'aient lieu avant la superintelligence, les changements physiques prendront du temps. Le besoin de collaboration, d'organisation ou de concrétiser les idées en changements physiques garantiront que les anciennes règles ne soient pas jetées du jour au lendemain, ou même en quelques années. Les choses pourraient venir petit à petit, plutôt qu'en fracassant soudainement l'histoire. Même un système informatique très avancé ne ferait pas une différence énorme dans le monde comparé à des milliards d'humains augmentés, de plus en plus intégrés avec la technologie. Il faut bien comprendre que les découvertes à faire pour y parvenir sont encore loin malgré les progrès. Joe Lito disait en 2016 « Il y a quelques personnes qui pensent qu'il y a une probabilité assez élevée qu'une IA générale survienne dans les 10 prochaines années. Mais la façon dont je vois les choses, c'est que pour que ça arrive, on aura besoin de quelques dizaines de percées technologiques. »
Et 7 ans plus tard, nous n'avons pas eu de percée technologique majeure qui puisse laisser penser que nous sommes proches de la réalisation de telles IA. Je crois que c'est pour cela que Luc Julia, co-créateur de Siri, disait encore en 2023 sur le salon Vivatech « Il faut arrêter les bêtises, c'est du bullshit, c'est de la com, c'est de la fumisterie. Ces IA génératives ne sont pas plus dangereuses que n'importe quel autre outil. Ce qui est dangereux, c'est nous et l'usage que l'on fait de cet outil. » Yann Lequin, patron de l'IA chez Meta, c'est-à-dire Facebook, disait également au sujet de ChatGPT « Oui, c'est un bon produit qui a l'avantage d'avoir été mis entre les mains des utilisateurs et du public. C'est de la bonne ingénierie, c'est très bien ficelé, mais au niveau de la science et de la technologie sous-jacente, ce n'est pas du tout révolutionnaire, non. Et concernant la dangerosité, alors est-ce qu'il faut en avoir peur? Non, en ce sens que l'intelligence artificielle est un moyen d'amplifier l'intelligence humaine, de même que les machines sont un moyen d'amplifier la force physique, et qu'il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle. Il faut voir ça au contraire comme une certaine nouvelle renaissance, possiblement un nouveau départ pour l'humanité, parce que le progrès de l'humanité est limité par l'intelligence de l'humain. Cependant, la prudence n'est pas à exclure, comme pouvait le déclarer le futuriste Martin Ford. Je pense qu'il semble sage d'appliquer quelque chose comme la fameuse doctrine de 1% de Dick Cheney au spectre de l'intelligence artificielle avancée. Les chances qu'elle se produise, du moins dans un avenir prévisible et proche, peuvent être très faibles. Mais les implications sont si dramatiques qu'elles doivent être prises au sérieux. Cette vision d'une réalité peu probable semble refléter le consensus actuel des spécialistes en la matière. S'il convient donc de surveiller l'avancée des recherches en matière d'intelligence artificielle, afin de se prémunir au mieux de toute percée technologique majeure sur le sujet, les scénarios proposés par Terminator, Westworld ou Matrix semblent encore bien loin de pouvoir arriver. Pour conclure, je pense que les IA et les IA génératives sont de formidables outils avec un potentiel incroyable. Elles vont permettre de réduire la difficulté de certaines tâches redondantes et aliénantes, permettre à des personnes ayant des idées mais pas les compétences pour concrétiser des projets ou ébauches de projets plus facilement, permettre à ceux qui ont les compétences de simplifier et fluidifier leur travail pour gagner en productivité, en efficacité, en les déchargeant d'une partie de la charge mentale qu'ils consacraient à des tâches ou actions sans réelle plus-value. Elles sont également l'opportunité d'améliorer l'humain. Par exemple, je pourrais vous parler d'une étude publiée en 2018 par le PNAS, une revue scientifique sérieuse à relecture, par un binôme d'équipes issues des universités de Yale et de Hong Kong. Cette étude analysait les différentes parties professionnelles du jeu de Go et leur originalité dans les coups effectués entre 1950 et 2021. Pour bien comprendre l'intérêt de cette étude, il faut avoir en tête que la première IA qui a réussi à vaincre le champion du monde de Go l'a fait en 2016. Puis qu'un autre champion a réussi à l'abattre en 2017 et que depuis 2018, la suprématie de l'IA n'a pas pu être remise en cause. Cette étude montrait que jusqu'en 2016 donc, les coups joués étaient tous identiques et donc prévisibles à quelques rares exceptions. Les meilleures années, on pouvait trouver 0,2% des parties avec un coup innovant. Bref, le niveau stagnait par la répétition immuable des mêmes stratégies, avec parfois même des années plus pauvres en variété de coups que les années précédentes. Et jusqu'à ce moment-là, d'aucuns pensaient qu'on était simplement arrivé à un plateau, et que les joueurs de Go n'avaient simplement plus d'autres possibilités inexplorées pour s'améliorer. Et pourtant, à partir de 2016, c'est-à-dire quand les IA ont commencé à gagner, on a vu jusqu'à 63% de parties proposer des coups encore jamais joués depuis 1950, avec un pic en 2018 où 88% des parties jouées l'étaient avec au moins un coup totalement nouveau et jamais vu. L'IA est ainsi venue nous challenger, remettre en cause nos certitudes et ce que l'on prenait pour acquis, forçant l'humain à se dépasser, se transcender, aller rechercher des stratégies inédites et jamais imaginées, afin de pouvoir de nouveau surpasser la machine. Et même si l'IA est désormais meilleure que nous, ce que je retiens de cette expérience, c'est qu'elle a contribué à ce que l'on repousse nos limites. Limites qui n'avaient pas bougé dans cette discipline depuis au bas mot 65 ans. C'est donc une formidable opportunité pour l'espèce tout entière de progresser, aidée par les IA, qui viendront nous assister, simplifier certaines étapes, en faire d'autres à notre place, afin que le génie humain puisse se surpasser et produire de nouvelles dingueries dont nous seuls avons le secret. Et pour ce qui est d'une IA générale et potentiellement destructrice, malgré les progrès récents et impressionnants en matière d'intelligence artificielle, il ne faut pas oublier qu'on a démarré que très récemment et que l'on ne partait de rien. Les progrès au début sont toujours simples à obtenir, mais chaque pourcent de progression suivant coûte plus de temps, de ressources et d'ingéniosité que le précédent pour se concrétiser. Les exemples pleuvent en la matière. Produire de l'électricité solaire avec un rendement de 10 ou 15% a été relativement facile à mettre en place et tous les panneaux solaires actuels sont capables d'avoir un rendement autour de 20%. Les 20 premiers pourcents ont donc été faciles. Mais arriver à 40%, soit les 20% suivants, demandera des années de recherche et d'ingéniosité. Et puis les 20% suivants, encore plus, et ainsi de suite. Il faut donc savoir raison garder. Les progrès fulgurants des dernières années, marquant le début de la discipline, ne laissent en rien présager que l'on sera capable de créer une forme d'intelligence artificielle générale à court terme.
Et vous, quel est votre avis sur les progrès fulgurants des IA et des IA génératives? Que pensez-vous d'un futur où ces algorithmes seront omniprésents? En avez-vous peur? Êtes-vous curieux? Je vous laisse vous exprimer sur tous ces sujets en commentaire. Nous voilà arrivés au terme de cette vidéo sur les IA et les IA génératives et la peur qu'elles suscitent. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'oubliez pas, commentez, likez, vous abonner et partager. C'est le fameux clap. Vous avez également Tipeee, la boutique et le bouton rejoindre qui sont tous sous la vidéo, qui vous donnent des avantages exclusifs ou des goodies à découvrir en échange du soutien financier que vous m'apportez. Et moi, ça me permet de développer de nouveaux projets ou en tout cas d'envisager leur développement. Je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. Et d'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous! Bye bye!